Parlons ce soir du cœur et de l'intellect, les faire alterner dans notre conduite. Si je vous dis que vous devez apprendre à marcher avec vos deux membres inférieurs, vos deux jambes, vos deux pieds, vous me répondrez que vous le savez, que vous l'avez toujours fait. Eh bien non. Je vous vois sans arrêt sauter sur une seule jambe au lieu de marcher. Les sentimentaux sur la jambe gauche, ils ne réfléchissent pas. Et les intellectuels sur la jambe droite. Leur cœur est desséché. Tous des unijambistes. Vous croyez savoir les choses, mais vous ne les savez pas vraiment, puisque vous ne les avez pas réalisées. Toute la vie, vous restez perché sur une seule jambe. Et même, vous sortez, vous promenez comme ça, en sautillant. Mais il vous faut vous poser la question. Pourquoi la nature ne nous a-t-elle pas appris à marcher en avançant tantôt le pied gauche, tantôt le pied droit? Et la réponse est simple. Ce que nous devons agir, c'est que nous devons agir tantôt avec le cœur, tantôt avec l'intellect. On doit savoir faire alterner dans sa conduite les deux principes, masculin et féminin, et sentir à quel moment changer de polarisation. Beaucoup de difficultés et de désillusions viennent de ce qu'on ne sait pas marcher sur les deux jambes. Bonsoir et bienvenue au siège de l'information. Le siège de l'info, Charbel Ayou. 90 minutes sur l'ensemble de nos réseaux pour vous faire le point de l'actualité au Bénin, en Afrique et dans le monde. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue au siège de l'information, la grand-messe de l'information du soir sur Golf TV Africa. Tout le plaisir est pour nous de vous savoir au rendez-vous. Je vous informe que tout à l'heure, nous recevrons Epiphane Nazon. Il est le président des associations de la fédération des associations des parents d'élèves et d'étudiants. Il est notre invité. On fera le point de la rentrée ce jour au Bénin avec lui. Mais avant, mesdames, messieurs, voici ce qui fait le sommaire de l'actualité nationale. C'est la rentrée au Bénin. Aujourd'hui, les élèves, les écoliers ont repris le chemin des classes sur toute l'étendue du territoire. Une reprise sous le sceau de la réussite selon les chefs d'établissement. Une forte pluie s'est abattue sur Cotonou à cet effet. Le monde entier a célébré samedi la journée du nettoyage. Éco-Ronin spécial a marqué l'événement par le ramassage d'ordures et des sacs de sachets plastiques à la plage de Fidjossé à Cotonou. Officiellement lancé depuis le 7 septembre, la 12e édition du tournoi international des zones ouest africaines de tir à l'arc s'est achevée le week-end dernier. C'est la Côte d'Ivoire qui vient en tête suivie du Bénin.
Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir. Bienvenue au siège de l'information, la grand-messe de l'information du soir sur Golf TV Africa. Mesdames, Messieurs, merci de prendre le rendez-vous. Merci de toujours choisir le siège de l'info pour vous informer. Merci d'être de la partie. Mesdames, Messieurs, vous le savez, pendant 2 lunes tout entières, la petite école a dormi. À l'étude, on ne pensait guère, on jouait, mais ce temps est fini. De nouveau, l'école s'éveille et l'année scolaire 2022-2023 a effectivement démarré ce jour, lundi 19 septembre, sur toute l'étendue du territoire national au Bénin. Une reprise sous le sceau de la réussite, au dire de plusieurs chefs d'établissement rencontrés. Une forte pluie s'est abattue sur Cotonou et région aujourd'hui, mais cela n'a pas émoussé l'ardeur des acteurs du système éducatif. La forte pluie de ce lundi a laissé des séquelles dans plusieurs établissements de Cotonou et environ. À l'école primaire publique de Ralacomé à Akpakpa, aux premières heures, les précipitations de toute la cour et tout était inondé avec d'énormes inconvénients, des difficultés auxquelles les écoliers devront surmonter. Mesdames, Messieurs, avant de revenir sur le point de cette rentrée de façon globale, quelques chefs d'établissement de la ville de Cotonou ont été également submergés par la pluie, des établissements submergés par l'eau. Suivez quelques responsables d'établissement pour vous en convaincre. Et les enfants sont arrivés, d'autres sont restés à la maison parce que la pluie là, ça a débordé. Bon, nous savons que c'est la saison, mais le premier jour de la rentrée aujourd'hui, là, vraiment. Mais malgré ça, on a quand même commencé la rentrée. Il y a légèrement une petite inondation qu'on a constatée, mais dans les 48 heures, ça va s'éclipser. Mais il reste des enfants à la maison. On n'a pas encore atteint l'effectif qu'il faut normalement. Donc d'autres enfants sont empêchés de venir à l'école à cause de la pluie. Tous sont venus sous parapluie. Bon, on a accepté cela et nous sommes ensemble maintenant. La pluie, elle est tombée en grande quantité depuis l'aube et toute la matinée, c'est l'eau qui tombait sans cesse. Mais Dieu merci, nos classes ne sont pas inondées. C'est notre cours qui est inondé, mais il y a une terrasse qui a permis l'accès à rentrer dans les salles pour les enfants. Donc c'est difficile parce qu'une bonne partie de notre cours est inondée et on a dû faire des tranchées pour évacuer l'eau. Donc, comme nous avons des caniveaux à gauche et à droite, ça fait que l'eau a un peu diminué. Donc, les enfants sont en classe, ça fonctionne. L'évaluation diagnostique fait son cours normal. Et pour aller aux toilettes, on prend par l'eau, on doit marcher dans l'eau. Donc, on n'a pas autre solution magique. Mais on tente d'évacuer l'eau de l'autre côté aussi que de ce côté. Bon, ouais. L'eau stagne toujours là. Donc si les autorités peuvent nous aider à nous ramener encore du sable, ça nous aiderait à éloigner totalement, à sortir de l'inondation. Notre école est inondée quand il pleut. Pour aller en récréation, on sort. Le niveau 1 sort d'abord, CICPC1 sort, et ils vont manger, et après les autres sortent. Donc, mais on tente de le canaliser. Vous achetez ce que vous voulez manger, allez vous réfectionner dans votre salle et on reste, ne restez pas sous la pluie, donc on veille à ça. Bon, et on leur demande de ne pas passer dans l'eau, de passer par la terrasse pour aller chez les vendeurs ou pour rentrer à la maison. Les parents aussi, quand ils veulent rentrer dans l'eau, on dit non, l'eau n'est pas, cette eau est souillée, donc c'est source de plusieurs maux, donc d'éviter de passer dans l'eau. Donc, quel appel on peut lancer aux parents de bien vouloir venir nous aider. C'est notre chose à nous. Hein? C'est nous-mêmes qui allons construire notre pays. Il ne faut pas toujours qu'on attende le gouvernement. Le gouvernement a de multiples préoccupations. Donc, s'il y a des nantis, bon, qui doivent bien faire un geste à notre endroit, hein, pour que les enfants se sentent très à l'aise à l'école, ils ne partagent pas dans l'eau. Parce que si l'enfant veut aller aux toilettes, il est obligé de passer par l'eau. Il dit là le besoin. On ne peut pas le retenir dans la classe. Donc, il doit passer dans l'eau. Donc, si on peut avoir des voies de sable, ça nous aiderait beaucoup. Donc, on sollicite aussi la mairie de Cotonou, hein, de venir voir, de faire le constat. Et au-delà de tout ça là,
cette école a une particularité. L'année passée, nous avons géré plus de 600 élèves. Et c'est un seul groupe. Tout le temps, nous plaidons pour qu'on vienne construire en hauteur, pour que cette école devienne un complexe scolaire. Cette école devienne un complexe scolaire et qu'on ne soit pas confiné dans les salles. Nous avons au-delà de 100 dans les salles, CI, CP, CE, CE2. Donc, vraiment, on demande une fois au gouvernement, aux autorités, de bien vouloir se pencher encore une fois sur la situation de l'école primaire publique de Valacomme, qui souffre beaucoup. Avant de poursuivre cette messe de l'information, mesdames, messieurs, je vous dis que hier déjà, le ministre des Enseignements maternels et primaires, chef de file des ministres en charge de l'éducation, a adressé un message aux acteurs du système éducatif. Dans un rétrospectif de l'année passée, il a décerné satisfecit au personnel enseignant de toutes catégories, tous les corps d'encadrement. Le chef de file des ministres en charge de l'éducation, au nom de ses collègues et du chef du gouvernement, Patrice Talon, a rappelé tous les acteurs de l'enseignement à leur responsabilité. Hein. Il a rappelé leur responsabilité pour une année scolaire meilleure que la précédente. Suivez ici un extrait du ministre Salimane Karim. Il est aisé de constater de nos jours les avancées significatives de l'école béninoise au regard de ses résultats qui ne font que s'améliorer d'année en année. L'année scolaire 2021-2022 a enregistré, pour le compte des examens de fin d'année, des scores éloquents. Et au nombre des faits ayant marqué positivement l'année scolaire écoulée, nous pouvons citer l'augmentation exponentielle du nombre d'écoliers ayant bénéficié de repas scolaires chauds, passant d'environ 750 000 à 1 080 000 depuis le mois d'avril 2022. C'est dire que l'engagement du gouvernement à faire passer le taux de couverture de 51% à 75% a été tenu. Cette prouesse de l'État béninois, même si elle n'a l'air de rien aux yeux de certains, a valu un pesant d'or au plan international. Je ne saurais passer sous silence la tenue effective du Forum national pour l'accélération de l'éducation des filles. La feuille de route qui en est issue prévoit comme résultat, et entre autres, le maintien des filles à l'école jusqu'à la fin de l'éducation de base au moins et la scolarisation massive de celles qui n'y sont pas encore. Tous ces résultats, quoique perfectibles, ne sont obtenus que grâce à l'implication effective, à l'engagement personnel et au dévouement de toute la communauté éducative. Je décerne un satisfecit spécial au personnel enseignant de toutes catégories, sans oublier le corps d'encadrement qui ont très tôt adapté les pas de danse à la cadence. Qu'il me soit également permis d'appeler notre attention sur certains dysfonctionnements qui risquent, si on y prend garde, de plomber nos efforts. L'année scolaire 2022-2023 qui s'annonce doit nous permettre de sonner le glas des vices qui ont pour nom absentéisme et retard injustifié, abandon de poste, alcoolisme, détournement, harcèlement, vol, mauvaise gestion, inconscience professionnelle, agression verbale ou physique, violence sous toutes ses formes, et j'en passe.
au nom du gouvernement et en mon nom personnel, j'articule toutes les activités scolaires et parascolaires de l'année 2022-2023 autour de ce thème que je voudrais fédérateur et qui s'intitule comme suit: l'éducation, art de l'univers et de survie collective. Chers parents d'élèves, point n'est besoin de vous apprendre ce qui relève de vos devoirs vis-à-vis de votre progéniture inscrite à l'école. Vous le savez mieux que quiconque. Cependant, je voudrais me permettre de vous rappeler quelques-uns. La mise à disposition d'un minimum de fournitures pour leur permettre de développer les compétences attendues d'eux. Les contacts périodiques avec leurs enseignants qui vous permettront de vous assurer de leur présence effective au cours et du sérieux dont ils font montre dans leurs apprentissages. Et l'assurance d'une alimentation saine et équilibrée, gage d'une bonne santé mentale et physique. Quant à vous, chers enseignants, le métier que vous avez choisi ou que vous exercez par défaut n'est pas un métier comme les autres. En dépit des nombreuses contraintes et exigences qu'il renferme, il est indéniablement le plus beau métier du monde. À l'orée de cette nouvelle année scolaire, le mieux que je puisse vous souhaiter, c'est la santé. Elle est la condition sine qua non de l'accomplissement de vos obligations professionnelles telles qu'elles sont inscrites dans les différents actes réglementaires et dans vos cahiers des charges que vous maîtrisez bien. Je vous sais capable de donner le meilleur de vous-même, de surplomber les obstacles qui jalonnent votre parcours afin de faire de l'école béninoise la meilleure école de la sous-région. Chers apprenants, la meilleure manière de témoigner votre gratitude à l'État et à vos enseignants afin de les inviter à mieux se donner pour vous, c'est d'être ponctuel, assidu, pugnace et attentif. N'oubliez pas qu'en plus d'être l'espoir de vos parents, vous constituez l'avenir de notre pays, le Bénin. C'est sur cette note que je déclare lancer l'année scolaire 2022-2023. Voilà, le ministre des enseignements secondaires, des enseignements maternels et primaires, Salimane Karim, chef de file des ministres en charge de l'éducation, qui adressait un message aux acteurs du système éducatif à la veille de cette rentrée. Mesdames, Messieurs, le préfet du département du littoral, maître Alain Sourou Oronla, s'est aussi attelé à lancer la rentrée scolaire 2022-2024 dans le département du littoral. Il s'est rendu dans quelques écoles. Nous allons suivre à présent le reportage signé Léonard Claudel Sonégon. Bien sûr, cet élément d'un instant à l'autre, mais d'avant, la base de données des aspirants au métier d'enseignant était au cœur des préoccupations lors du rendez-vous hebdomadaire du porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léandre Ngbedi, avec la presse la semaine écoulée. Que retenir de la reconstitution de cette base, tant pour le primaire que le secondaire général? Les explications de Wilfrid Léandre Ngbedi, le porte-parole du gouvernement. Nous avions annoncé le 3 août 2022 un besoin de 4 407 nouveaux aspirants au profit du ministère des enseignements maternels et primaires. Dans la base de données, il y a de la disponibilité normalement pour couvrir les 4 407. Mais vous savez que quand bien même il y a de la disponibilité, on demande aux gens de confirmer. Parce qu'en temps, il y en a qui, n'ayant pas été déployés dans les écoles primaires publiques,
on peut trouver mieux ailleurs, dans des écoles privées ou se sont lancés dans d'autres activités. Donc, par précaution, au lieu de les déployer systématiquement parce qu'ils figurent dans la base, on demande de confirmer leur disponibilité. Cette opération ayant été faite, le nombre de candidats ayant marqué leur disponibilité ne couvre pas les 4 407 postes à pourvoir. Et entre-temps, les besoins du ministère de l'enseignement secondaire se sont également affirmés. Et le gouvernement a voulu en une fois régler la situation. Déjà, pouvoir combler le déficit entre le nombre voulu et le nombre de candidats disponibles et maintenant les besoins exprimés par le secondaire. Donc il y a eu de l'anticipation avant, vous le constatez, mais il fallait également tenir compte de la disponibilité des personnes présentes dans la base à servir. Et donc ces nouveaux tests qui vont être organisés vont permettre aussi bien aux primaires qu'aux secondaires d'intégrer de nouveaux candidats qui auront réussi le test et de pouvoir les déployer conformément aux besoins qui s'expriment actuellement. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui donc c'est la rentrée des classes au Bénin, la rentrée scolaire en République du Bénin, c'est effectif. Nous en parlerons tout au long de cette messe de l'information. Nous aurons tout à l'heure en direct du Septentrion Fidèle Zimbabwe, notre correspondant permanent dans le département du Septentrion, pour être plus précis. Nous en fera le point. Mesdames, Messieurs, nous ferons aussi le point de cette rentrée à différents niveaux. Le monde entier a célébré samedi dernier la journée du nettoyage. Eco-Running Special World Clean-up a marqué l'événement par le ramassage d'ordures et des sachets plastiques sur la plage Fidrosset à Cotonou. Plusieurs partenaires ont soutenu l'événement. Il s'agit notamment du ministère du Cadre de Vie et du Développement durable, de la mairie de Cotonou et de l'Union européenne. Manchoukurat Fatoumbi, Silver Bianza. 150 pays ont rejoint le mouvement et le Bénin ne reste pas en marge. À l'occasion de la journée mondiale de nettoyage ou encore World Clean-up Day, c'est la plage Fidrosset qui a été débarrassée d'ordures et de sachets plastiques. Munis de leurs gants, ces jeunes hommes et femmes se sont prêtés à l'exercice. Sandra Idossou, initiatrice du Eco-Running Special World Clean-up, s'investit dans ce combat depuis plusieurs années et elle voit déjà ses efforts payés. Je pense que le message porte petit à petit parce que nous avons la chance. Vous voyez, nous sommes sur une plage qui est balayée, nous avons des brigadiers qui nettoient énormément cette plage et donc nous avons quand même la chance d'avoir une des plages les plus propres. Mais malgré cela, vous voyez tout ce que nous avons ramassé comme déchets. Ça veut dire que malgré les efforts du gouvernement pour rendre nos plages propres, les usagers, les populations continuent pas à venir, pas à jeter, parce que les populations disent oui, il y a des services qui vont venir nettoyer. Et donc, même si nous avons ramassé ces quantités de déchets, nous aimerions que l'année prochaine, nous n'ayons pas du tout de déchets à ramasser. C'est ça notre objectif. Aussi bien la municipalité de la ville à statut particulier que le ministère du Cadre de Vie apprécie l'initiative. Le maire de la ville et le représentant du ministre ont également enlevé les déchets de la plage Fidrosset. Un nouveau environnement sain, vous voyez. De plus en plus, nous travaillons aujourd'hui au Bénin à assainir nos plages, à faire en sorte que l'environnement soit le plus viable possible. Je crois que c'est à saluer et nous devons en appeler à l'effort de tous. Comme elle a dit, il vaut mieux ne pas jeter les ordures. C'est mieux de le faire quand vous ne jetez pas les ordures, on ne viendra pas les ramasser. Je crois que cette conscientisation aussi de plus en plus entre dans nos mœurs et c'est aussi à souligner et à saluer. Je souhaite que l'année prochaine, quand nous serons ici pour cette journée mondiale du nettoyage, que nous ayons moins à nettoyer et que nous puissions nous réjouir de ce que, enfin, la sensibilisation a apporté. On a constaté par exemple que la quantité de déchets que nous avons recueillis aujourd'hui par rapport aux années antérieures, ce n'est pas la même chose. Ça veut dire que la sensibilisation, la communication pour un changement de communication, pour un changement de comportement, ça porte. Il faut souligner également l'effort du gouvernement à travers l'asfaltage. C'est tout ça là qui a participé à l'assainissement aujourd'hui de la ville de Cotonou. Donc encore une fois, je dis merci à tous les acteurs qui nous ont rejoints pour faire ce travail ce matin. Un invité pas du même âge comprend également ce combat. Samedi très tôt, FIFA La Lune a rejoint le groupe. Je pense que c'est une bonne chose. Si
nous nettoyons la planète, ça serait plus beau pour nous les enfants et aussi pour les animaux de ne plus tomber malades. Parce que l'environnement sale, c'est pas une bonne chose. Je demande à tout le monde de ne plus jeter les sachets, les plastiques, de les jeter dans les poubelles. L'Union européenne soutient également l'initiative de Sandra Idossou. Le changement climatique, la protection de l'environnement, c'est un défi global et ça nous concerne tous. C'est une priorité pour l'Union européenne d'appuyer à la propreté, à la préservation de l'environnement, à toutes ses utilités, pour le bien-être humain, pour le bien-être de tous les habitants de la planète, pas seulement des humains, et pour la durabilité des activités économiques, pour les opportunités de tout le monde. Le Bénin, c'est un très, très beau pays, on a des belles plages, vous êtes vraiment bénis. C'est dommage de les polluer avec du plastique. Il faut agir pour protéger l'environnement. Le message est fort et chaque Béninois, à travers son comportement, est invité à se familiariser au combat pour parvenir à une planète saine. Les fidèles de la mission de Jésus-Christ de Gbanamin conviés à l'édition 2022 du pèlerinage marial sur la colline. L'événement a mobilisé des milliers de fidèles venus des 4 coins du monde. C'était également l'occasion de la célébration de l'Assomption et du rappel aux fidèles et aux clergés des nouvelles réformes introduites au sein de la mission. Golf TV Africa était de la partie, Spérois aussi. Plusieurs milliers de fidèles de la mission de Jésus-Christ de Gbanamin ont répondu à l'appel de Dagbo. Ils ont prié et jeûné sur la très sainte colline et imploré la miséricorde. Une foule impressionnante venue témoigner à Dieu de Gbanamin son affection et son amour, signe de la vitalité de la mission. Certains sont partis pour plusieurs raisons. Et donc c'est eux qui disent des choses qui dénigrent, qui intoxiquent, qui racontent partout qu'il n'y a plus personne à Gbanamin, que tout le monde est déjà parti, que c'est du faux, c'est du leurre, c'est de l'escroquerie, c'est ci, c'est ça. Et malheureusement, les gens les croient parce qu'eux aussi, ils ne veulent pas faire leur expérience. C'est tout. Sinon, Gbanamin se porte très bien. Regardez tout ce qu'il y a sur la colline. Il n'y a même pas de la place sur la colline. Alors qu'en temps normal, si les gens étaient vraiment partis, il n'y aurait personne ici. Et donc de l'est à l'ouest, du nord au sud, vous voyez que la colline est bombée de monde. Donc tout va bien. Les Dagoubis sont contents, on est contents, tout va bien. Qu'on le veuille ou pas, les gens parleront de Gbanamin. Il n'y a rien à faire, que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur. Quelqu'un sera forcément mécontent et va commencer à déblatérer. Quelqu'un sera mécontent dedans ou dehors et va commencer à parler. Nous, on n'est pas là pour répondre du tac au tac. C'est-à-dire, quand ils parlent, nous aussi, nous devons parler. C'est pour ça que depuis que ça a commencé, on est resté, on a gardé le silence. On a voulu répondre par le silence, les regarder, les observer, parce qu'on sait que c'est de l'épée dans l'eau et que ça va finir. Et ça va faire son temps, ça va passer. Maintenant qu'on a l'occasion, vous me donnez l'occasion d'en parler un peu, j'explique pour que tout le monde comprenne que ce n'est pas comme ils le disent, qu'ils ont démissionné, et tout, non, on les a suspendus. Et c'est ça qui a fait mal. Et donc, on n'est même pas là pour parler d'eux, sinon c'est trop leur donner de l'importance. En effet, ce pèlerinage marial sur la Sainte Colline marque également la mise en œuvre des réformes au sein de la mission de Jésus-Christ de Gbanamin, qui va désormais présenter un autre visage. Pour cette année spécialement, c'est parce qu'on a eu à faire des réformes et on a voulu profiter de la fête pour partager les réformes avec le peuple, les Dabovis et le clergé. Et donc, les Dabovis sont venus de partout, parce que quand il y a du nouveau, tout le monde veut entendre ce qui va se passer prochainement. Et c'est la mission. Et c'est en deux pans. Il y a l'église, il y a la mission. Et en termes d'église, il faut être en train de changer, de rénover, de perfectionner les choses à chaque fois. Et donc, cette fête a rassemblé les Dabovis pour que nous puissions ensemble découvrir, c'est-à-dire partager, on puisse partager avec eux
tout ce qui va venir, les mois à venir et tout ça. Et ça lui a donné beaucoup de joie au cœur. Et voilà. Les différentes réformes sont passées au pays fin et expliquées à l'assistance avec d'autres fidèles venus des pays de la sous-région. Ça fait plusieurs années que nous nous sommes pu retrouver sur cette colline. Or, le plus souvent, quand on part de cette colline, nous partons avec plein de grâce. Et ça nous a manqué. Et je crois que cette reprise, au vu du monde, les gens vont comprendre aujourd'hui que Dabo est Dieu. Qu'il est Dieu et que la mission de Banamé n'est pas finie. Et que ce n'est pas affaire d'un homme, c'est affaire de Dieu. Et quand Dieu a dit qu'il le fait, il continuera et la mission va subsister, va exister et elle ira jusqu'à son bout. C'est une grande joie d'abord parce que ça fait, on peut dire 2 ans, 3 ans qu'on n'est plus revenu ici. Et on est venu cette année pour l'anniversaire de la Vierge Marie. On a eu des grâces qu'on n'espérait même pas. Donc, c'est une joie immense. De vibrants témoignages ont jalonné l'acte 3 de Banamé, ponctué de cultes, d'offrandes et de prières à l'endroit du peuple béninois et de ses dirigeants. Mesdames, Messieurs, je vous le disais, pendant 2 lunes tout entières, la petite école a dormi. À l'école, on ne pensait guère, on jouait. Ce temps est fini, de nouveau, l'école s'éveille. Et bien entendu, la rentrée scolaire et universitaire a officiellement démarré ce jour à Cotonou. Une rentrée sous le sceau de la réussite, au dire de certains chefs d'établissement. Mesdames, Messieurs, le préfet du département du littoral, Maître Alain Soron-Orunla, est descendu sous la pluie dans certaines écoles pour aller officiellement lancer la rentrée pour le compte du département du littoral. Golf TV Africa l'a accompagné pour vous suivre. Lundi 19 septembre 2022, jour du démarrage officiel de la rentrée scolaire 2022-2023. Malgré une forte pluie qui s'est abattue sur Cotonou, la délégation composée du préfet, du maire et de la directrice départementale des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle du littoral s'est rendue dans plusieurs établissements pour s'enquérir de l'effectivité de la rentrée. À chaque étape, en passant par l'école primaire publique Bégamé Sud, le collège d'enseignement général de Yagbé et le lycée technique Mondéou, les écoliers, les élèves et les enseignants étaient présents et enthousiastes à l'idée de démarrer une nouvelle année scolaire. Alors cette rentrée, qui a été une rentrée cumulée du scolaire et de l'enseignement secondaire, a démarré sous de bons auspices, puisque nous avons une pluie divine qui est perçue comme un signe de bénédiction. Donc cela augure d'une année scolaire apaisée, d'une année scolaire féconde. Et ces premiers signes, nous les avons perçus sur le terrain puisque les enseignants sont à leur poste, les effectifs sont presque au complet en dépit de ce qui peut être également perçu comme une intempérie. Et nous avons palpé le pouls, constaté le moral des troupes, aussi bien des apprenants que des enseignants, qui nous rassurent sur les perspectives et les espérances que nous avons d'une année apaisée, d'une année fructueuse. La municipalité a joué sa partition, elle la jouera davantage puisque cette visite sur le terrain n'est pas que protocolaire, elle nous permet de voir les difficultés, les insuffisances qui peuvent être corrigées rapidement. Nous en avons relevé quelques-unes que nous allons en collaboration corriger très rapidement pour le confort des élèves et pour l'encadrement, un meilleur encadrement des enseignants. Ce département est déjà remarquable et remarqué par les résultats que nous avons connus les années précédentes, l'année dernière. Ces résultats seront confortés, seront confirmés l'année à venir. De son côté, le maire de Cotonou, Luc Setondia-Trokpo, a remercié les différents acteurs du système éducatif et assuré de l'engagement de la mairie d'œuvrer pour que les enseignants et les apprenants soient dans de bonnes conditions de travail. Je voudrais commencer par remercier les enseignants, et les élèves, les parents d'élèves aussi, parce que malgré la pluie, nous avons quand même vu tous les enseignants présents, déjà en train de dispenser les cours.
On a vu les élèves qui sont là. Ça veut dire que les parents d'élèves ont joué leur partition aussi. Je voudrais remercier les différents responsables de l'enseignement à divers niveaux, primaire, maternelle, secondaire. La directrice départementale est là. Je crois que beaucoup d'efforts ont été fournis. La municipalité de Cotonou a joué et continuera de jouer sa partition. Il y a des remblais qui ont été faits, mais il faut continuer parce que la pluie de ce matin nous oblige à continuer. Il faut que les enfants puissent venir au cours dans de bonnes conditions, les enseignants aussi. Quant à la directrice départementale des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle du littoral, Espérance Noudéou, elle a abordé les dispositions prises du point de vue administratif et infrastructurel pour une bonne année scolaire. Tout est en place, je dirais plus que ça. La rentrée a lieu et bel et bien, cette rentrée a lieu aujourd'hui et j'en suis ravi. Tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Le préfet l'a dit à l'instant avec le maire. Mais par rapport aux infrastructures, nous sommes en pourparlers avec le maire et les autorités ainsi que le préfet. Et dans les jours à venir, nous n'allons pas dévancer les faits. Quelque chose sera fait en direction de nos établissements. Par rapport aux enseignants, le gouvernement a mis à disposition les AME déjà et ils sont déployés dans tous les établissements. Il nous reste à faire le point au cours de cette semaine pour éventuellement combler les semaines à venir. C'est donc reparti pour 9 mois de cours pour ces apprenants qui seront sanctionnés par des évaluations sommatives ou d'examen. Notre invité ce soir, mesdames, messieurs, je vous l'annonçais, Epiphane Azon. Il est le président de la Fédération des associations de parents d'élèves et d'étudiants du Bénin. Monsieur Epiphane Azon, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est un devoir. Vous devez être un peu fatigué, c'est la rentrée. Vous êtes le président de la Fédération des associations. Vous avez fait le tour vous-même, vos correspondants vous ont fait le point. Quel bilan faire de cette première journée de la rentrée scolaire 2022-2023 ? Merci, monsieur le journaliste, et bonsoir, chers téléspectateurs. Je puis dire que, conformément à la décision de l'État central, la rentrée scolaire a eu bel et bien lieu aujourd'hui. C'est effectif. C'est effectif. La pré-rentrée a eu lieu du 12 au 16 passé. Ça a été également effectif. Et tous les acteurs se sont déployés pour faire en sorte que cette pré-rentrée, sinon ces instructions soient suivies. Oui, les instructions du gouvernement soient suivies. Donc c'est clair, la rentrée a eu lieu. C'est clair. D'abord, la pré-rentrée a eu lieu et la rentrée a été effective aujourd'hui. Vos représentants départementaux vous ont fait le point au niveau de toutes les localités? Oui, j'ai eu le point et la rentrée a été effective. C'est pourquoi vous le martelez. Je le martèle. Alors, une forte pluie a marqué cette rentrée un peu partout. Quelle lecture faut-il en faire, monsieur Azon? Bon, c'est une pluie de bénédiction, moi j'allais dire, puisque malgré la pluie, tous les acteurs ont été présents dans leurs différentes écoles. Donc, c'est une pluie de bénédiction. C'est comme pour dire vraiment... cette année sera une année de grâce. Et la nature vous accompagne. Voilà. Pourtant, M. Azon, cette forte pluie a créé des dommages à certaines écoles. Les écoles en matériaux précaires ont subi un coup. D'autres écoles régulières, bien construites, ont été inondées. Les axes routiers, les pistes, les dessertes qui conduisent à d'autres écoles ont été complètement endommagées. Les enfants, pour certains, étaient trempés, etc. La rentrée n'a-t-elle pas mal commencé, monsieur Azon? Non, pour moi, non. Je continue de croire que cette rentrée, malgré la pluie, a été une rentrée source de bénédiction. Donc,
je crois quand même qu'on ne va pas, à cause de la pluie d'aujourd'hui, on ne va pas dire que la rentrée a été, je dirais, saccagée. Non, non, la rentrée a eu bel et bien lieu et tous les acteurs doivent s'en féliciter. Pensez-vous que la rentrée 2021-2022, sinon ne pensez-vous pas que cette rentrée aura été meilleure à celle-ci, 2022-2023? Non, pourquoi? À cause de la pluie? Non, la pluie, la pluie c'est un phénomène naturel. Quand son temps arrive, il pleut. Et je crois que c'est cela. Mais 22-23, moi je pense quand même que tel que les acteurs ont suivi les décisions du gouvernement, cette année scolaire se passera très très bien et sera couronnée de bons succès. Mieux que l'année qui s'achève? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi j'ai bel espoir, j'ai foi en ce que je dis. Monsieur Epiphane Azon, dans cette même dynamique, la pluie, pour certains, est venue corroborer tout ce qu'il disait. La paupérisation, la cherté de la vie s'est introduite dans l'école et dans les affaires de l'école. Les fournitures scolaires, pour certaines, ont décuplé de prix. Et certaines écoles ont haussé vertigineusement les contributions scolaires. Les parents n'en peuvent plus. Déjà, il est difficile de manger. Maintenant, la cherté de la vie est entrée dans l'école, est entrée dans les affaires de l'école et les populations ne savent où donner de la tête. Je vais vous reposer la question. Pensez-vous véritablement que cette rentrée 2022-2023 a bien commencé? Cette rentrée 2022-2023, pour moi, a bien commencé. Bon, lorsque vous parlez de la cherté des fournitures, je l'ai toujours dit. Vie, elle est venue un peu pour corroborer tout ce que les parents... Oui, tout à fait. Je l'ai dit, pour ce qui est des fournitures, et lorsque vous prenez très tôt, vous ne constatez pas que les fournitures sont chères. Je l'ai dit, déjà en mars, en avril, en mai, vous savez que vos enfants vont effectuer la rentrée scolaire 2022-2023 et vous prenez les dispositions bien à l'avance. Et là, vous ne constatez plus cette cherté de vie. Bon, la cherté de vie, c'est un phénomène que nous constatons tous. Mais ce n'est pas propre au Bénin, c'est propre à tous les pays africains, même les pays occidentaux en souffrent également. Et je ne peux pas faire une autre lecture que ce que je constate. Hein. Mais il faut avouer que qui va loin ménage sa monture. Pour ce qui est de l'envol des contributions au niveau, mais là, c'est au niveau des écoles privées. C'est ceux qui veulent qui envoient leurs enfants là. Est-ce que l'État ne devrait pas revoir, réviser un peu cette politique des écoles privées, puisque les contributions sont là, les frais d'écolage sont là, trop élevés, mais au cours de l'année scolaire, c'est des dépenses à n'en plus finir. L'État doit se préoccuper un peu de ce qui se passe dans les écoles privées. Je l'ai dit toutes les fois que j'ai la possibilité de le dire, je le dis. Est-ce que vous invitez, parce que vous vous rencontrez en tête-à-tête, parfois, de façon collégiale, les ministres en charge de l'éducation. Oui, est-ce que vous voulez en parler? Oui, on en parle. Est-ce que vous les semblez préoccupés aussi? Lorsqu'on se retrouve à des rencontres qui doivent les mettre ensemble avec nous, acteurs, parents d'élèves, je crois que j'en parle. J'en parle, mais... j'attends de voir comment est-ce qu'ils vont. Parce que c'est eux qui ont autorisé la création et l'installation de ces écoles privées. Donc, ils ont le devoir de suivre ce qui s'y passe. C'est ça. Sinon, c'est un peu comme la commercialisation de l'école et on ne doit pas commercialiser l'école. On dit même qu'ils doivent payer des taxes pour certaines choses, mais parce qu'ils ne veulent plus payer certaines taxes, au cours de l'année scolaire, c'est comme cela, on démultiplie les coûts, il faut payer tellement de choses. Il faut que l'État... Dans un contexte pareil. Il faut que l'État s'investisse.
il faut que l'État s'investisse dans les écoles privées pour voir ce qui s'y passe. Évidemment, il y a certaines écoles privées qui n'acceptent pas l'existence d'un bureau APE. Bon, parce qu'ils estiment que c'est pour ceux-là pourraient chercher à voir dans leur caillotte. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous accompagnons, nous parents, nous accompagnons le système éducatif. Mais lorsque nous payons dans une école privée, par exemple, nous devons chercher à savoir qu'est-ce que ces sous-là ont fait. Surtout que dans ces écoles privées, les enseignants sont sous-payés. Ah, en plus? Ah oui, ils sont sous-payés. Ça là, c'est clair. Ils sont sous-payés. Et à quoi c'est dû, je ne sais pas. Or, c'est les premiers à correctement entretenir pour le meilleur résultat. Il est vrai, les écoles privées apportent de meilleurs résultats, hein, mais je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'ils en arrivent, alors que souffrent. Les enseignants, oui. Ça, il faut avouer que dans les écoles privées, les parents souffrent. Les parents souffrent. Et vous souffrez? Nous souffrons et nous sommes, disons, incapables d'action pour changer les donnes. Il faut que l'État intervienne. Il faut que l'État intervienne, nécessairement. Il faut que l'État intervienne. Dans d'autres localités, la rentrée n'a pas eu lieu puisque avec la pluie et certaines intempéries, les axes routiers ont cédé. Il paraît, on fait le point que certains n'ont pas pu se rendre dans leurs écoles. Bon, c'est possible. Notamment dans le septentrion. Oui, dans le septentrion, ça se passe souvent comme ça. Mais l'un dans l'autre, la rentrée a eu lieu. Bon, ces cas constituent des phénomènes, des épiphénomènes que l'État devra enrayer très tôt. Mais dans le même temps, on a appris, l'Agence nationale de la protection civile aussi en a parlé, il y a eu des inondations dans certaines localités, des récoltes et autres dégâts ont eu lieu. Et généralement, nous le savons, on ne sait pas si ça se poursuit, pour les premiers secours, on va les abriter, les populations dans les écoles. Est-ce que des écoles ne sont pas inondées? Est-ce que les populations dans ces localités-là, on dit que c'est du nord pratiquement jusqu'au sud, est-ce que les populations dans ces localités-là, les élèves ont repris des classes? Oui, ben est-ce que l'école peut encore abriter des populations qui ont été sinistrées, qui ont été inondées? Je ne crois pas. Puisque si l'école, la rentrée, l'année scolaire a commencé, il n'y a plus de place pour abriter des populations. Jusqu'à il y a 2 semaines, on a dit ici, certaines populations se disent non relogées, sinistrées non relogées, occuper encore des écoles. Oui, mais je suis sûr qu'aujourd'hui, même depuis la pré-rentrée, ils doivent avoir quitté les lieux. Ah, d'accord. Ah oui, ils doivent avoir quitté les lieux. Sinon, ça doit envoyer une équipe demain pour aller faire le constat. Voilà, sinon, ça doit... Je n'ai pas compris. Si l'école a commencé et que des populations sont là, ça veut dire que l'école n'a pas commencé là. Or, la décision a été respectée sur toute l'étendue du territoire national. On dit que la rentrée a eu lieu ce jour, mais elle devra se poursuivre encore. Bon, ça c'est clair. Ça c'est clair que la rentrée doit se poursuivre. Mais je ne crois pas que les inscriptions doivent se poursuivre. Hein. Non. Les inscriptions sont parties pour se terminer le vendredi passé. Le 16. Le 16. Maintenant, bon, il y a des cas rarissimes qu'on est obligé humainement de voir. Et ça revient à l'administration scolaire. Qu'est-ce que les établissements eux-mêmes, les chefs d'établissement, doivent faire pour que cette rentrée démarre mieux et se poursuive normalement jusqu'en fin d'année? Non, par rapport aux inscriptions, je crois qu'ils doivent très tôt arrêter. Un parent qui, malgré toutes les décisions, tous les communiqués radio, vient, un parent qui arrive cette semaine pour inscrire encore son enfant, il est en perte de vitesse. Maintenant, si l'administration scolaire pense qu'elle peut revoir son cas, ça c'est entre eux. Sinon, officiellement, le samedi passé, c'est fini. C'est fini, tout ce qui est inscription et tout ce qui est aménagement des lieux, de l'espace scolaire.
pour accueillir réellement cette rentrée scolaire. Donc la rentrée scolaire, aujourd'hui, en principe, les premiers cours doivent être donnés. Vous parlez de l'inscription. Cela m'amène à l'éternel problème de réinscription dans les établissements privés. Lorsque vous êtes déjà élève, on sait que vous passez dans une classe supérieure, on vous dit réinscription. Et il faut payer 10 000 ici, 12 000 ici, 15 000 ici, 20 000 là. Et même pour un même promoteur, pour un collège situé à Cotonou, Bégamin et l'autre site situé à Gbedjro-Médé, l'autre situé à Bouddha, les frais de réinscription diffèrent, les frais d'inscription varient. Et maintenant, pour les nouveaux, on dit préinscription, alors que la scolarité attend. Je continue de marteler que c'est anormal. Et à la rencontre des préparatifs de la rentrée qui a mis ensemble tous les acteurs du système sous l'égide du Conseil national de l'éducation, je crois que le ministre des enseignements maternels et primaires, chef de file des ministres de l'éducation, en a parlé en son point de divers pour dire problème de réinscription, ça embête les parents et il faudrait qu'on s'y penche. Et effectivement, nous devons nous y pencher. Parce que ça, je ne comprends pas. D'abord, la scolarité, ça varie, c'est évolutif d'une année à une autre. Et on parle de réinscription et il y a des faux frais. En plein. Il y a des faux frais. Il faudrait que nous tous, nous asseyions pour déterminer quand on doit faire, quand on doit payer quoi et jusqu'à quel montant, jusqu'à quel seuil. Oui, c'est important. Mais la réinscription, il faudrait que les écoles privées arrêtent ça. C'est un détournement. Ça n'explique rien. Ah oui. Parce que vous avez la possibilité d'attendre l'ancien élève pendant une semaine ou 2 semaines. C'est vous qui déterminez. Après 2 semaines, s'il arrive, quelqu'un d'autre a pris la place et puis c'est fini. C'est fini. Mais lorsqu'on me parle de réinscription pour sauvegarder la place, ça n'a pas... Ça ne convainc pas. Ça ne convainc pas. Ça ne convainc pas. Et à quand la fin de cette affaire? J'attire l'attention de l'État là-dessus, sur ce sujet-là, qu'on en débatte et qu'on finisse une fois pour toutes. Et qu'il y ait dans chaque école privée un bureau d'association des parents d'élèves. Il faudra savoir fixer les taux de l'écolage. Nécessairement. Et là, ce sera de concert avec... Qu'est-ce que ça coûte aux promoteurs d'exposer aux parents et les dépenses, les charges auxquelles il est confronté cette année et de voir comment répartir ces charges-là pour en sortir la contribution scolaire. Ah oui. Mais c'est ça, c'est un travail à faire, mais de concert avec ceux qui sont les parents d'élèves et qui sont les clients des promoteurs privés. Hein? La situation est très préoccupante, n'est-ce pas? Elle est très préoccupante et puis je crois qu'il faut aller au plus vite. Sinon, déjà, beaucoup de parents ont payé la réinscription. Hein? Bon, je ne sais pas si ça peut être retourné, si la situation est réglée. Réinscription, frais d'écolage surélevés. Surélevés, ça là c'est vrai. Ça, là, ce n'est plus pour l'enseignement, plus pour l'éducation, c'est pour le commerce. Et chose que... Oui, allez-y. Non, c'est... Bon, les promoteurs des écoles privées sont des commerçants. Ils sont des commerçants. Bon, je ne sais pas s'ils font leur registre de commerce aussi, hein, je ne sais pas, mais ils sont des commerçants. Ils sont des commerçants et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien parce que c'est un sacerdoce, hein. Il est vrai, c'est eux-mêmes qui ont créé, mais c'est l'État qui les a autorisés à créer, à s'installer. Donc l'État doit avoir un droit de regard sur ce qui s'y passe. On dit que là où le bas blesse, c'est dans les écoles confessionnelles. Oui. Là, c'est la totale. Malheureusement, nos religieux ont franchi... le Rubicon. Oui, ont franchi le Rubicon. Un pas indésirable. Ils ont franchi un pas indésirable. Hein, parce que c'est eux, c'est nous, fidèles, qui encore enrichissons ceux-là. Et il paraît que c'est une façon pour eux d'engranger des sous. Oui, mais bien sûr. Ce n'est pas une façon. Ils engrangent des sous. Ils engrangent des sous. Ils sont devenus plus commerciaux que religieux. Oui.
Je suis chrétien catholique, hein, mais je crois qu'il vaut mieux dire la vérité à son frère que de le caresser. Et c'est toutes les religions. Oh, c'est toutes les religions. C'est toutes les religions, qu'elles soient protestantes, qu'elles soient sauf les nationales. Il y a une religion nationale. Bon, les endogènes. Les endogènes. Les endogènes ne créent pas d'école. Les endogènes n'ont pas créé d'école à ma connaissance. Hein. Non. Peut-être que ça viendra aussi. Bon, je l'espère. Hein. Si un promoteur est endogène, il peut créer son école. Mais là, pas sous l'égide de ce qu'il fait là, qui est endogène. Ah, mais puisque les autres le font, hein, on prie Dieu ici, on prie Allah, on prie tout ce... mais dans les écoles... Mais derrière, c'est trop cher. N'est-ce pas? C'est trop cher, c'est pas Monsieur Azon, nous sommes au terme de cet entretien, je vous laisse conclure. Vraiment, je crois que je dois dire bravo au gouvernement qui a fixé, et nous les acteurs qui avons accompagné le gouvernement à respecter ce calendrier. Je dis à tous bravo et je constate que l'école a bel et bien commencé. Je ne peux que souhaiter bonne rentrée des classes et paisible année scolaire 2022-2023 à chacun et à tous. Et puis Fanazon, je vous remercie. Merci bien, c'est moi. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cet entretien. Officiellement lancée depuis le 7 septembre dernier au stade de l'Amitié de Cotonou, la 12e édition du tournoi international des zones Ouest et Centre-Afrique de tir à l'arc a connu son épilogue le week-end écoulé avec les distinctions. C'est la Côte d'Ivoire qui vient en tête avec 18 médailles, suivi du Bénin avec 16 médailles. Le Bénin aurait pu faire mieux s'il avait les mêmes qualités de matériel que les autres pays, estime le directeur technique national de la Fédération béninoise de tir à l'arc. Suivez. Tizo Kanta, 12e édition, a pris fin le samedi dernier sur le terrain de Mathieu Kérékou de Cotonou. Et à l'entrée, on avait démarré par les arcs de 70 mètres la première journée. Et puis nous avons constaté nettement qu'il y a différence de matériel que nous avons à notre portée qui était vraiment différent de ceux amenés par les Ivoiriens, les Guinéens. À leur entrée au stade, quand on voit leurs valises, on sait que vraiment ils se sont préparés. Mais ce n'était pas trop de raisons pour nous parce que les préparations, nous allons dire le bilan, les préparations physiques qu'on a pu faire sur notre terrain de Ouédonou et après pendant 2 semaines et les 2 semaines suivantes avec l'équipe qui était véritablement sélectionnée pour défendre les couleurs nationales à Kokokodji. Les entraînements ont donné leurs fruits parce que, au moins au niveau des 60 mètres, les dames, et hommes et dames, ce n'est pas seulement les Ivoiriens qui ont récolté les médailles. Il y a les filles qui se sont battues et qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Mais nous, le constat est que s'ils avaient véritablement aussi de matériel sophistiqué comme chez les Ivoiriens et les Guinéens, et les Ivoiriens n'allaient pas prendre autant de médailles d'or qu'ils ont eu. Parce que je me rappelle, quand on avait les mêmes matériels au niveau de la première édition à Cotonou en 2009, nous on avait 7 médailles d'or. On était premiers, on a été premiers aussi à Abidjan. Mais avant de venir pour cette 12e édition, ils se sont véritablement préparés au niveau du matériel. Donc ce n'est pas la technique qui manque à nos athlètes, ce n'est pas les préparations physiques. Et moi je pense qu'il va falloir revoir les choses à l'avenir. Pour que le matériel soit à la disposition des athlètes depuis la préparation qu'ils aient la main, ils puissent s'approprier ces matériels-là, travailler avec, s'habituer au matériel, que ce soit au niveau des actes. Il va falloir qu'on revoie un peu les choses pour que nous ayons du bon matériel pour aller dans ces grandes compétitions. Je dis, l'enfant qui a son matériel, il est libre pendant 2 heures. Dans une journée, il peut aller s'entraîner, il peut prendre 1h30 dedans, aller s'entraîner par jour.
par jour. C'est comme ça les Européens gagnent de grandes compétitions. Ce n'est pas seulement attendre dimanche ou samedi pour aller s'entraîner. Donc, quand l'enfant a son propre matériel, il peut aller s'entraîner avec et s'habituer avec. Et quand il prend ça, c'est comme de l'amusement. Le jour de la compétition, il tire dans le jaune. C'est ça. Donc, les responsabilités, c'est à tout le monde. Mais le grand problème, c'est au niveau du ministère qui peut augmenter les subventions au niveau de la Fédération béninoise du tir à l'arc. « 17 septembre, le Nigeria se joue au reste du monde pour marquer la journée mondiale de la sécurité des patients alors qu'il s'efforce de lutter contre les conduites médicales non professionnelles dans le pays. Jeunes danseurs maliens battent les planches d'un bateau au son des tam-tams sur le fleuve Niger à Bamako. Ils répètent pour l'inauguration du premier lieu d'art flottant au Mali. Le président russe Vladimir Poutine accuse les pays européens de s'accaparer les céréales ukrainiennes au détriment des pays pauvres. Les engrais, disent-ils, sont aussi sous l'effet d'une décision monstrueuse de la part de l'Union européenne. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Si vous venez de nous rejoindre, mesdames, messieurs, bienvenue au siège de l'information. Vous suivez à présent la deuxième partie, l'actualité hors de nos frontières. Mais avant, nous allons nous rendre dans le Septentrion, retrouver notre correspondant permanent Fidèle Ezimbaba. Fidèle Ezimbaba, bonsoir. Bonsoir Charbel Ayou, merci de me recevoir au siège de l'information. Alors, Fidèle Ezimbaba, vous avez fait le tour de plusieurs établissements dans le cadre de cette rentrée scolaire 2022-2023 dans le Septentrion. Quel est le constat de votre côté? Eh bien, Charbel Ayou, c'est la rentrée des classes aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. Évidemment, plusieurs écoles de la ville de Parakou et de la partie septentrionale du Bénin ont effectivement démarré les cours comme cela a été instruit par le gouvernement. Vous savez, Charbel Ayou, lors de la pré-rentrée, les différents recteurs d'école se sont arrangés pour essayer d'évacuer un certain nombre de tâches pour ne pas être acculés lors de cette rentrée. Mais la difficulté réside au niveau des parents qui n'ont pas encore compris en réalité qu'il faut amener les enfants ou qu'il faut essayer de conclure les questions de transfert d'élèves, les questions d'inscription et de réinscription des élèves lors de la pré-rentrée. Et donc nous avons constaté dans certains collèges, par exemple, que les parents ont fait une longue file d'attente, ce qui, quelque part, empêche l'administration des collèges de pouvoir régler les détails liés donc au démarrage. Certes, les cours ont démarré dans certaines classes, mais toutes les classes n'ont pas démarré et il y a une pression au niveau des administrations, ce qui ne devait pas être le cas, parce que la pré-rentrée a duré une semaine et lors de cette pré-rentrée, normalement, les parents étaient censés aller régler ces formalités, mais cela n'a pas été fait. C'est donc un peu difficile pour certaines administrations, que ce soit au niveau du public qu'au niveau du privé, Charbel Ayou. Mais il faut dire quand même que ce qui est remarqué par rapport à ce qui se faisait par le passé, c'est que plusieurs établissements ont effectivement démarré les cours. Nous avons pu observer certains professeurs qui dispensaient déjà les premiers cours aux élèves qui sont déjà dans les classes. C'est ce qu'on peut retenir donc du tour que nous avons fait dans la ville de Parakou, mais la précision c'est que les écoles privées, quant à eux, ont beaucoup plus démarré les cours parce que chez eux, les choses sont un peu plus précises. Charbel Ayou, voilà donc le constat général. Les cours ont démarré dans la ville de Parakou et dans la partie septentrionale, un peu comme dans le Bénin,
avec quelques difficultés d'inscription des parents qui viennent à la dernière minute. Voilà. Fidèle Zimbaba, voilà la situation de Parakou et certaines villes. Mais est-ce que vous avez pu faire le tour de quelques villages, de quelques villes voisines, des villages voisins, les villes voisines de Parakou se trouvant à la périphérie de Parakou? Charbelayou, nous avons essayé de rallier Bégourou. Bégourou, c'est un village situé à environ une vingtaine de kilomètres de Parakou. Malheureusement, Charbelayou, nous n'avons pas pu avoir accès à ce village. Et la raison est que le pont de Dorbé, qui est un pont qui permet d'accéder donc au village de Bégourou, a cédé depuis environ plus de 2 semaines. Et l'eau a débordé Charbelayou. Et c'est difficile donc pour les personnes de traverser pour se rendre à Bégourou. Carrément, il y a eu des personnes qui aident à traverser. Et plusieurs personnes n'arrivent pas à se mettre dans l'eau. Lorsque vous avez une moto, un véhicule, ce n'est pas possible de traverser. Les motos, on les fait traverser, les hommes les mettent sur la tête. Je dis bien sur la tête pour les traverser de l'autre côté. Mais quant aux hommes, on met certaines personnes au dos. Et difficile quand même, la scène est très difficile. Je pense que les images seront envoyées d'ici à là. Vous aurez l'occasion de voir que c'est difficile pour les hommes de traverser. Donc nous avons pu rencontrer des enseignants, Charbelayou, qui n'ont pas pu se rendre à leur poste. Malheureusement, avec la situation de ce pont qui a cédé, c'est difficile donc pour ces enseignants de se rendre à leur poste pour démarrer les cours. C'est-à-dire donc que par exemple, on peut être certain qu'à Bégourou, même si les cours ont démarré, ça va être de façon éparse dans quelques écoles. Nous avons d'ailleurs eu le chef d'arrondissement de ce village qui nous a confié qu'en réalité, plusieurs écoles, aussi bien publiques que privées, n'ont pas pu réellement démarrer les cours à cause de ce pont qui a cédé. Nous avons vu le pont, Charbelayou, on peut vous confirmer que c'est un pont qui est dans une situation très critique et ce village mérite donc d'avoir le soutien des autorités politico-administratives pour que cela puisse être réglé. Sinon, ça va être difficile quand même si les pluies ne s'arrêtent pas. Je vous rappelle, Charbelayou, vous n'avez pas oublié l'événement de l'Opara qui avait débordé. C'est presque la même chose du côté de Bégourou, ce qui risque d'entraver donc le démarrage des cours dans certains villages et environnants de Parakou. Voilà donc, Charbelayou, la situation au niveau de Bégourou. Nous n'avons pas pu accéder, mais nous avons ramené quand même des images. Merci Fidèle Ezibaba, notre correspondant, mesdames, messieurs, permanent dans les départements du Septentrion. Fidèle Ezibaba, vous nous ramènerez ces images et puis vous ferez d'autres tours pour voir comment la rentrée scolaire s'est effectuée dans plusieurs autres localités du Septentrion. Le 17 septembre, le Nigeria s'est joint au reste du monde pour marquer la journée mondiale de la sécurité des patients, alors que ce pays s'efforce de lutter contre les conduites médicales non professionnelles. L'Organisation mondiale de la santé a instauré cette journée. Les Nigérians sont confrontés à de nombreux défis en matière de santé. Reportage. Anna Dakwag vit dans la ville de Jos, au Nigeria, avec sa famille. Elle dit avoir perdu son enfant à cause d'une négligence médicale. Je devais accoucher de mon deuxième enfant et en arrivant au centre de santé primaire, les infirmières nous regardaient. Tout ce qu'elles ont pu dire, c'est que c'était une urgence et alors, la tête du bébé avait commencé à sortir. J'ai dû être transportée d'urgence dans un autre hôpital. Mais à mon arrivée, mon bébé était mort. Anna dit qu'en plus de perdre le bébé, sa vie était également en danger. Elle a demandé de l'aide à la Fondation de soutien aux droits des patients, une organisation non gouvernementale qui s'engage dans la promotion de l'excellence médicale et des droits des patients. Cette ONG essaie de s'assurer que le cas d'Anna Dakwag ne soit pas ignoré. Nous avons écrit au centre de santé qui relève d'un gouvernement. Nous avons écrit aux autres établissements qui ne l'ont pas non plus soigné. Et en fin de compte, rien n'en est sorti. Il semble catégorique. Nous l'examinons toujours comme nous pouvons lui rendre justice. Mais plusieurs autres n'ont pas eu de chance et beaucoup ont perdu la vie en conséquence.
Une enquête auprès de plus d'une centaine de médecins nigérians, publiée par les archives de la médecine et des sciences de la santé, a révélé que plus d'un médecin sur 3 était coupable de négligence. Cette organisation non gouvernementale affirme qu'elle fait de son mieux pour accroître la sensibilisation et l'engagement du public afin d'améliorer la compréhension des droits des patients et de promouvoir leur sécurité. Les défenseurs des droits des patients au Nigeria cherchent à améliorer le contrôle du personnel de santé par le gouvernement pour s'assurer qu'il ne continue pas à violer les droits des personnes qui demandent des soins médicaux. Ils veulent également que les citoyens développent la culture d'exiger d'être traités correctement par le personnel de santé et de demander la justice lorsqu'ils n'ont pas reçu de soins. Ils devraient laisser les lignes de communication ouvertes pour s'assurer que même les patients lésés puissent s'adresser au gouvernement pour dire « Voyez ce qui se passe dans cet hôpital ». Surtout les hôpitaux publics, pour que les hôpitaux privés voient ce qui se passe. Les organismes de réglementation peuvent faire des inspections pour confirmer que ces manquements et violations ont eu lieu et faire quelque chose à ce sujet. Le gouvernement nigérian a établi ce qu'il appelle un contrat de service avec les Nigériens, Servicom, pour obtenir des commentaires spontanés du public afin de permettre une intervention rapide s'ils sont victimes de négligence médicale. L'objectif est d'aider à protéger les droits des patients afin qu'ils ne vivent pas des expériences douloureuses comme celle d'Anna. 12 jeunes danseurs maliens battent les planches d'un bateau au son des tam-tams sur le fleuve Niger à Bamako. Ils répètent pour l'inauguration du premier lieu d'art flottant du Mali, la pirogue du Zémé. Suivez. Ces danseurs s'attellent aux dernières répétitions. Leur chorégraphe, Lassina Koné, s'apprête à inaugurer son grand projet. Le premier bateau résidence d'artistes du Mali. Chaque seconde est importante. Bien sûr, c'est une nouvelle, c'est un rêve qui vient de se réaliser. Et ce n'est pas juste le secteur de la danse, ce n'est pas juste le secteur artistique, mais il y a une nouvelle imaginaire qui va se poser sur ce fleuve Niger que moi, de tout mon enfant, je n'ai vu que des petits pirogues de pêcheurs qui sont sur ce fleuve. Et je pense que c'est plus que ça. Il faut que tout soit parfait. Que le rêve soit parfait, que ce ne soit pas un rêve à peu près. Financé par l'Union européenne, le projet veut présenter le Mali de manière artistique et innovante. Bart Ouvry, ambassadeur de l'Union européenne au Mali, vante les mérites du projet à l'inauguration de la pirogue du Zémé. C'est une manière de faire connaître notre Mali et donc de dire aussi, par exemple, aux investisseurs qu'aujourd'hui le Mali est un pays où on crée, où il y a de la créativité, où on peut trouver des jeunes motivés qui veulent un autre Mali. Et pour nous, c'est très important de soutenir aussi une économie avec beaucoup de créativité basée sur l'artisanat, la créativité des Maliens. Parlant de l'idée de Lassina Koné, inventeur de cette scène flottante, le maître d'œuvre de la pirogue, l'architecte Cheikh Diallo, a dit qu'il s'agit d'un rêve transformé en réalité. Et lui, il avait ce rêve de mettre du spectacle sur l'eau et prédestiné aux gens des berges, gens du fleuve, de voir un spectacle qui se fait. Je trouvais ça formidable et je me dis, on s'embarque pour cette aventure. Cette aventure sur le fleuve est une nouveauté à la fois pour le public et les danseurs. Yacouba, membre de la troupe de danse, explique qu'il a fallu adapter la façon dont il bouge en y mettant plus d'énergie et d'entrain. Ce qu'on fait, c'est l'adapter la scène qui n'est pas, c'est ma première fois de monter sur un bateau et de danser comme ça. C'est un peu déséquilibré, mais ça nous donne encore la force. Ça permet aux danseurs vraiment de s'adapter à différents environnements. À terme, la pirogue du Zémé va accueillir des représentations de théâtre, des expositions photos, des spectacles de danse et pourra naviguer le long du fleuve qui s'étend de la Guinée au Nigeria. L'ancien Premier ministre ivoirien Guillaume Soro, reconduit samedi 17 septembre à la tête de son mouvement, son parti politique Génération et Peuple Solidaire, GPS.
Après des mois de silence, il s'est exprimé sur les réseaux sociaux et n'a pas caché les envies du parti à participer au scrutin présidentiel, même si de nombreux obstacles se présentent encore devant lui. Lors de son allocution relayée, il a dénoncé l'emprisonnement de certains de ses anciens compatriotes. Suivez ici un extrait de ses propos. Chers camarades, l'élan de mobilisation que nous avons pu constater, bien que l'enjeu soit interne à notre mouvement, montre que nos militants ont soif de démocratie, de liberté et d'un nouveau leadership. C'est dans cette mobilisation, je vous le dis, que j'entends puiser l'énergie nécessaire pour consolider notre appareil politique afin de le conduire vers l'objectif que nous nous sommes fixés, à savoir conquérir le pouvoir d'État, non seulement pour gouverner autrement, mais aussi et surtout pour bâtir la Côte d'Ivoire des possibles. C'est dans un esprit de service que je me tiens là, devant vous, pour relever le défi de cette nouvelle présidence. J'ai conscience des enjeux qu'implique ce vote en termes d'attentes, et elles sont nombreuses, des adhérents, à savoir le renouvellement sincère de nos structures et la réorganisation transparente de notre mouvement. Sachez-le, cela, je vous le dis, m'oblige pour les années à venir. Avec l'aide de chacun d'entre vous, car je compte sur vous, je m'engage à servir notre cause et notre pays avec le dévouement et l'exemplarité que requiert la confiance que vous venez de m'accorder. Mesdames et messieurs, le devoir, c'est ce que l'on se prescrit à soi-même, disait Goethe. Et mon devoir, c'est de réaliser fidèlement le projet articulé en 6 priorités que nous avons soumis aux électeurs et auxquels vous avez accordé votre confiance. À titre de rappel, ces 6 priorités sont la restructuration et l'implantation des GPS, la formation des militants et la réforme des médias des GPS, le social, la solidarité, le positionnement à l'international, l'autonomie financière du mouvement, l'actualisation de notre projet de société. En donnant votre voix à ce plan d'action stratégique, vous avez fait le choix d'un projet ambitieux, solidaire, structurant, assis sur une base tactique forte et ancrée dans une vision claire. Nous organiser pour gouverner la Côte d'Ivoire avec un appareil performant, crédible et innovant. Dans les jours qui viennent, en m'appuyant sur la disponibilité et l'engagement de chacun d'entre vous, je mettrai en place tous les organes statutaires pour tisser à l'échelon national la trame du tissu de notre unité nationale. Dans chaque organe, je nommerai des femmes et des hommes compétents, efficaces, rigoureux, dévoués pour m'aider à remplir la mission que vous m'avez confiée. Cette équipe sera la colonne vertébrale de notre plan de maillage du territoire national. Il ne doit y avoir aucun village, aucune sous-préfecture, aucune commune, aucun département, aucune région, je vous le dis, où GPS ne soit présent. Tous, nous devrons être les fourmis d'une organisation méticuleuse qui tisse une toile dans tout le pays. Chacun d'entre nous, chacun d'entre vous sera jugé à ce résultat. Mesdames et messieurs, chers camarades, je vous le dis et j'insiste,
Il n'y a plus de place pour les paroles stériles, plus de place pour les débats bureaucratiques, plus de place pour les réunions de salons infécondes. Seul le terrain commande et seul le résultat du travail sur le terrain vous donnera votre place, votre rang au sein de GPS. Le président russe Vladimir Poutine accuse les pays européens d'accaparer les céréales ukrainiennes au détriment des pays pauvres. Les engrais, dit-il, sont aussi sous l'effet d'une décision monstrueuse de la part de l'Union européenne, malgré que la Russie ait pris la décision de livrer gratuitement aux pays pauvres. Suivez. Aujourd'hui, en tout cas c'est plutôt les chiffres d'hier ou d'avant-hier, il y a eu 121 navires sortis des ports ukrainiens et sur 120 bateaux, il n'y en a que 3 qui ont été dirigés dans les pays pauvres pour le programme alimentaire de l'ONU. Environ 35, peut-être plus maintenant, de % de la céréale évacuée, exportée d'Ukraine sont arrivés dans les pays de l'Union européenne. Alors c'est sûr que ce n'est pas les pays les plus pauvres. Et il n'y a que 4,5% qui sont allés dans les pays les plus pauvres selon le programme alimentaire de l'ONU. Et le Premier ministre Erdogan, dans notre discussion bilatérale, a justement soulevé cette question. On a parlé du volume total qui est dirigé vers les pays pauvres. Encore une fois, ça ne dépend pas de nous. Notre responsabilité, c'est d'assurer l'acheminement de ces navires. Et c'est ce que nous faisons en partenariat avec l'ONU et les autres partenaires de ce programme. Donc nous sommes... donc l'objectif, c'était justement de toutes ces discussions, c'était justement de faire en sorte qu'il y ait cet acheminement des céréales. Le secrétaire général de l'ONU, je sais que, sincèrement, lui, il fait les efforts nécessaires, mais je vois que lui non plus n'y arrive pas pour l'instant. En ce qui concerne l'évacuation pour la livraison de nos engrais, il y a encore une décision monstrueuse, je dirais, de la part de la Commission européenne. C'est honteux. Lever les interdictions sur l'achat de nos engrais, mais seulement pour les pays de l'Union européenne. Et alors les pays pauvres, qu'est-ce qu'ils font? Et toute cette rhétorique d'efforts communs visés pour éviter la faim dans le monde, dans les pays les plus pauvres. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est du bluff tout ça? C'est simplement pour satisfaire leurs propres intérêts égoïstes, alors que ce sont des problèmes qu'ils ont créés eux-mêmes dans leur domaine. Et cette question alimentaire, cette question énergétique aussi, tout cela, c'est eux qui l'ont fait. Et donc maintenant, ils résolvent cette question aux dépens des autres. Alors, j'espère que le bon sens va triompher, et notamment au sein de la Commission européenne, pour corriger cette situation. Je considère que c'est une erreur. Et c'est la même chose sur l'exportation des engrais russes. Regardez, la Biélorussie est un des plus grands pays producteurs d'engrais au monde. Alors, on a levé les sanctions contre nos engrais. D'ailleurs, les Américains ont été le premier à le faire. Les Américains sont un peuple très pragmatique. Si on revient, pour revenir aux céréales ukrainiennes, qui les transporte? Ce sont principalement des sociétés américaines. Il se trouve qu'il y a un certain nombre de terres en Ukraine qui ont été vendues aux Américains. Et donc, voilà, c'est là-dessus qu'on portait nos discussions. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est que donc il y a eu des levées de sanctions contre nos engrais, mais le problème, c'est qu'on ne peut toujours pas les affréter, les assurer. Les interdictions d'escale dans nos ports pour les bateaux étrangers sont interdites aussi. C'est pareil pour les règlements financiers. Ils connaissent tout bien tous ces problèmes. Ils savent. Ils disent oui, nous allons résoudre les problèmes.
il faut rendre hommage au secrétaire général de l'ONU. Il essaye justement de résoudre la question. Il est en contact avec tous les participants de ces discussions. Pour l'instant, il n'y a pas encore le succès escompté, mais espérons que ces discussions du secrétaire général, nous sommes prêts à vendre, nous pouvons vendre. Et nous vendrons tous nos produits. Il y a un débouché sur le marché, c'est clair. Mais si le problème, c'est que si on continue comme ça, nos produits n'iront justement pas jusqu'aux pays les plus pauvres. On a 330 millions de tonnes qui sont bloquées. Nous, on a dit qu'on était prêts à les donner gratuitement aux pays les plus pauvres. Mais laissez-les au moins circuler. Et ils sont bloqués pour l'instant. C'est étonnant. Donc, ils ne veulent pas que la Russie gagne de l'argent. Mais si on le donne gratuitement aux pays pauvres, on ne va pas gagner d'argent. Alors pourquoi ils font ça? Je ne comprends pas. À quoi bon tout ça? Donc c'est du bavardage au niveau des pays les plus riches. Et dans les faits, qu'est-ce qu'ils font? Moi, j'ai quand même l'impression que, en particulier les pays européens, ce sont d'anciennes puissances coloniales et qui ont conservé ce paradigme de philosophie coloniale de vivre aux dépens des autres. Ils n'arrivent pas à se débarrasser de ce paradigme dans leur politique pratique concrète tous les jours. Donc je pense qu'il est temps de mettre fin et de tirer les conclusions qui s'imposent ici de façon beaucoup plus civilisée. Et ce sera tout pour cette messe de l'information. Ce soir au siège de l'info, toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion vous remercie de nous avoir suivis. Mesdames, Messieurs, restez câblés GovTV Africa. Bonsoir chez vous.